bonjour aux présents. Aujourd'hui, la présentation s'appelle La scène n'est pas à vendre, qui est le nom d'une association, hein, la SPAV. Et on reçoit donc Bernard Landau, qui est architecte et urbaniste, qui est président de la SPAV, hein, si je me trompe, et puis Tanguy Le Dantec, qui est urbaniste. C'est une association qui a été créée en 2018. Hein, c'est une association qui a été créée en 2018 et qui entreprend de développer toutes les actions, notamment de recours en justice pour la reconnaissance de la Seine comme un espace public inaliénable. Et son action a été quand même efficace parce qu'elle a réussi à faire arrêter, à faire abandonner des projets d'occupation de l'espace qui étaient tout à fait préjudiciables à celui-ci. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, sauf que je suis très très content qu'on ait organisé cette conférence parce que je dois reconnaître que je ne sais absolument rien du sujet, sans doute comme une grande partie d'entre nous. Donc, ça me paraît tout à fait épatant de découvrir et cette action qui a une efficacité manifestement et les problématiques débattues par ceux qui vont nous en faire aujourd'hui la présentation, donc Bernard Landau et Tanguy Le Dantec. Je crois que Bernard, tu parles le premier, c'est ce que j'ai compris, et c'est à toi. Eh bien, merci. Alors, merci déjà de nous avoir invités. On est une jeune association. Effectivement, on a prévu de se partager le travail avec Tanguy, c'est-à-dire moi, je vais démarrer en racontant l'histoire de l'association. Tanguy va beaucoup plus développer les questions écosystémiques des fleuves et en quoi finalement le nom qu'on a donné à notre association, la Seine n'est pas à vendre, qui pourrait apparaître comme un lieu commun. Hein, le Code de l'urbanisme dit que dans son article numéro 1, le territoire est le bien commun de la nation, donc a priori les fleuves, les montagnes, le littoral en font partie. Et après l'intervention de Tanguy, je développerai plus sur des questions, disons, politiques que pose cette jeune association, mais pas seulement, en fait, les thèmes sur lesquels elle se mobilise et elle travaille, et ceci, évidemment, dans des perspectives de transition écologique et sociale des sociétés. Donc, comment est née cette association? Alors, je dois vous dire qu'il y a des concours de circonstances qui fait qu'il y a 4 ans, je ne savais absolument pas que nous allions créer cette association. Je sais que participent là un certain nombre d'amis qui ont rejoint assez rapidement le mouvement qui s'est créé dans un premier temps pour protester contre un certain nombre d'initiatives qui étaient prises par la mairie de Paris autour d'appel à projets dits innovants qui étaient regroupés sous le vocable inventer la métropole, réinventer Paris, réinventer la Seine, et dans lesquels ont été faits un certain nombre de propositions qui font que, en ce qui me concerne, étant architecte urbaniste, ayant eu des responsabilités importantes, dont les services de l'urbanisme parisien, je me suis dit, mais ils sont devenus fous, que se passe-t-il? Donc, je vais en citer 3. Que vous comprendrez, vous pourrez peut-être poser des questions sur pourquoi finalement c'est assez mobilisé et on a été très énervé par ces propositions. La première était de convoquer sur un plan international des investisseurs, des promoteurs et des concepteurs, architectes et ingénieurs, pour réaliser 3 passerelles habitées sur la Seine, probablement dans la perspective d'être flashy pour les Jeux Olympiques. À mon avis, le fantasmé de l'affaire était que Google allait payer pour les Jeux Olympiques, enfin je plaisante hein, évidemment, une magnifique passerelle habitée sur un endroit il y avait 3 sites qui étaient proposés. Et puis il y avait 2 autres propositions qui étaient de construire des bâtiments sur ce qu'on peut appeler l'espace public, la domanialité publique, c'est-à-dire des grands espaces qui sont par définition inaliénables, imprescriptibles, sauf en démontrer l'utilité publique, en bord de Seine, un à la station Quai de la Râpée et l'autre devant le parvis de la Maison de la Radio.
Bon, donc une tribune a été publiée dans le Libération. Les événements dont je vous parle ou les projets dont je vous parle, ils ont été en fait mûris en 2017 et la tribune est parue dans Libération, je crois, en février 2018 par un certain nombre de personnalités mouillées dans le monde de l'environnement. Et dans la foulée, on s'est dit que la tribune a eu un réel écho et on s'est dit que pour mener un combat efficace contre ces projets, il fallait qu'on crée une association. Donc l'association s'est créée. Sur le choix d'ailleurs du nom de l'association était entre la scène bien commun ou la scène n'est pas à vendre. Il y a eu une majorité, on était une quarantaine, on s'est réunis à la mairie du 2e arrondissement et on a déposé des statuts. Tout ça, vous pouvez le trouver sur le site. On a travaillé assez sérieusement et on a engagé des combats à la fois médiatiques et juridiques sur ces 3 projets. Bon, je donne juste quelques explications parce que je crois que dans le public de Louise Michel, ces questions sont probablement un petit peu nouvelles. Mais pour ne parler que de la question des passerelles habitées, si vous voulez, la tribune posait quelques questions qui sont des questions de bon sens, sur lesquelles d'ailleurs, in fine, le Conseil d'État nous a donné raison. Ce qui était étonnant, si vous voulez, c'est que d'une part, l'initiative de lancer cette consultation n'avait pas été discutée au Conseil de Paris. Les conseillers de Paris l'ont appris dans la presse. Mais c'était enrobé de Reinventing Cities, qui était une opération un peu lancée au plan international dans la foulée des projets de réinventer ou d'appel à projets innovants initiés par la ville de Paris, donc qui était censé lui donner un certain écho à l'international. Il y a d'ailleurs beaucoup d'architectes internationaux et d'investisseurs de grands groupes qui ont répondu. Bon, et sans prendre garde que se posaient quand même des questions et de droit, de législation qui rendraient cette aventure probablement très compliquée. La première, si vous voulez, c'est que créer des droits à construire au-dessus d'un fleuve comme sur la mer, c'est pas si simple que ça, surtout que le fleuve n'appartient pas à la ville de Paris. Le domaine du fleuve, c'est un domaine public national, c'est du domaine public naturel, donc il est géré par l'État, de même que les berges de la Seine. Donc, si on voulait donner des droits à construire sur cet espace, encore fallait-il au préalable en discuter le principe et les éventuels revenus avec l'État. La deuxième question qui était posée, c'est que est-ce une bonne procédure pour construire des ouvrages d'art dans le code des marchés publics. Et la troisième question était, et ça, il ne fallait pas, si vous voulez, avoir fait des études très approfondies pour comprendre que si des investisseurs étaient intéressés par cette opération, pour porter un pont, le pont lui-même, ce n'est pas parce qu'on y mettrait 4 restaurants ou que sais-je, qu'on retrouverait le retour sur l'investissement qui permettrait de l'investir sur une longue période, mais forcément, ça voulait dire qu'il fallait construire des bâtiments sur les berges qui pourraient porter les passerelles, qui permettraient dans ces bâtiments de retrouver un peu un équilibre financier dans une sorte de délégation de services publics. Donc tout ça était quand même assez farfelu dans son principe. C'est ce qu'on a expliqué dans la tribune, en racontant par ailleurs que Paris était la capitale mondiale de nombre de ponts. Hein, il y a 37 ponts sur 13 km. Et dès que l'on franchit le boulevard périphérique, il faut faire 6 à 7 km pour trouver un pont. Donc s'il y avait des problèmes de communication entre les rives sur le cœur de l'agglomération parisienne, la priorité n'était peut-être pas de chercher à les construire dans Paris. Bon. Alors tout ça qui apparaissait quand même finalement être du bon sens, a demandé un vrai combat. On s'est fait insulter d'ailleurs comme étant, et par des gens, plutôt même des gens de gauche, hein, qui nous ont dit, mais vous êtes des réacs, vous êtes contre le progrès. Moi, je sais que j'ai reçu des mails sur le thème « Tu es un réactionnaire, Bernard ». Voilà ce qu'est la définition étymologique d'un réactionnaire. Bon, donc finalement, ce projet, à la fois les représentants de l'État, c'est-à-dire le port autonome de Paris et Voies navigables de France, en trouvant l'affaire assez bizarre,
Et puis également l'UNESCO indirectement, parce qu'un certain nombre de ces passerelles étaient prévues dans le périmètre UNESCO. L'UNESCO a demandé à ce qu'il y ait un périmètre étendu, ce qu'on appelle une zone de protection étendue du périmètre classement mondial UNESCO, qui a commencé un peu à mettre des bâtons dans les roues sur le fond de la procédure. Et le gouvernement consulté par VNF et le port autonome a demandé au Conseil d'État de donner un avis. Bon, il faut savoir quand même, si vous voulez, et je dis ça parce que cette affaire illustre, dans ce domaine comme dans bien d'autres, les dérives auxquelles on assiste depuis une quinzaine d'années sur le cadre de la commande publique. Je sais qu'ici, on a dû beaucoup discuter de la réforme du Code du travail. Autant dire que la réforme ou les évolutions du Code de l'urbanisme vont à peu près dans le même sens, c'est-à-dire on détricote à peu près tout ce qui était à peu près construit de façon assez solide sur le droit public et la domanialité publique pour ouvrir en fait sur l'essentiel. D'ailleurs, on le retrouve dans le champ de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, un peu comme on l'a vu notamment par exemple sur les autoroutes avec les délégations de services publics sur les autoroutes qui sont confiées à des grands groupes. Ce même processus, cet essai, on peut dire, sur les passerelles, procédait du même processus. Bon, la ville a été un peu ramenée sur la ligne de départ. C'est quand même, si vous voulez, elle n'en parle pas trop parce que c'est un peu, moi je dirais, c'est un peu honteux finalement, si vous voulez, pour l'adjoint à l'époque à l'urbanisme, qui était Jean-Louis Missica, d'avoir été, en tant qu'adjoint à l'urbanisme, la personne qui invente de telles procédures qui mettent quand même en cause, ou qui remettent en cause des principes fondamentaux, on peut dire, de gestion de la domanialité publique. Bon. Il y avait deux autres exemples qui étaient sur le trottoir qui est sur le quai de la Râpée, de proposer aux investisseurs et aux promoteurs, parce que c'est un grand terre-plein qui offre beaucoup d'espace, de faire des réponses. Bon, donc là, il y a un projet qui a été retenu lauréat, qui était un immeuble de 7 étages, avec un groupe de restaurants et d'activités festives en bord de Seine. Bon, mais c'est sur du trottoir. Donc, si vous voulez, le trottoir, on peut dire que là, je redonne un peu des éléments fondamentaux on peut dire, des questions urbaines, parce que cette question de l'espace public est soumise, et lisez une tribune qui est parue dans Le Monde il y a 2 ou 3 jours de Véronique Béda-Gamilus, qui a été secrétaire générale de la ville de Paris, une haute fonctionnaire, qui a été au cabinet de Manuel Valls, qui était la directrice de cabinet de Manuel Valls, et qui est aujourd'hui chez Nexity, à la tête de Nexity, et qui explique en gros qu'avec la crise de la Codive et la fuite des voitures dans les villes, faire du bitume, ça coûtait pas cher, mais planter des arbres et les entretenir, ça va coûter plus cher, et que le privé est prêt à s'en occuper. Ça paraît anodin, mais moi je pense que là on est sur des glissements qui sont extrêmement graves, si vous voulez, sur effectivement la pensée libérale sur l'aménagement des villes. Dans le monde anglo-saxon, on commence à construire des gated communities avec des morceaux de villes privées qui sont entièrement délégués à des groupes d'investisseurs. Et la France, jusqu'à maintenant, a pour l'essentiel échappé un peu plus dans une tradition d'économie mixte, à ce mode de production de l'espace, mais il faut comprendre que c'est très très présent comme sur une tendance lourde de l'évolution et à la fois des codes et des méthodes d'aménagement. Bon. Donc là, j'ai un petit peu développé, si vous voulez, sur le cadre des contestations parisiennes. Je plante le décor de ce qui va suivre, parce que, évidemment, au-delà des combats que nous avons menés sur ces 3 exemples, on a très rapidement compris qu'on s'attaquait à un problème, on ne savait pas au départ. Moi, je veux être honnête avec vous, si vous voulez, qu'on s'attaquait à un problème bien plus grave, qui était la question de la Seine dans la métropole et la question des fleuves en général. Bon. Alors, 2 mots sur la Seine dans la métropole, mais on y reviendra, si vous voulez, dans la 3e partie, parce que comme vous le savez, il y a un débat d'ailleurs qui est au point mort, qui est comment organiser la région parisienne, que ce soit la métropole ou la région parisienne, qui sont des débats assez importants, je pense, qui doivent intéresser les forces politiques qui réfléchissent à une transition à la fois institutionnelle
et éco-social des territoires, qui posera également des problèmes d'organisation de la gouvernance de ces territoires. Bon, cette question est posée depuis 2001. Elle n'est absolument pas résolue. On verra comment elle rebondit sur la question des régionales. Pour ceux ou celles d'entre vous qui suivent l'actualité, il ne s'est pas passé grand-chose. Il a été créé une métropole, mais qui en fait a très peu de pouvoir. Là, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais ce que nous avons compris, si vous voulez, c'est que, et très vite, la Seine était un élément extrêmement fédérateur pour poser la question du rapport entre ce qui peut fédérer et unifier, d'ailleurs dans l'histoire, dans la géographie, puisque Paris, c'est l'ancien département de la Seine. Autour de Paris, on a la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne. Hein, il faut faire attention à l'étymologie, tout ceci a un sens. Le Val-de-Marne, c'est un val. Les Hauts-de-Seine, c'est l'aval des Hauts de la Seine. Bon, la Seine et Oise, donc l'étymologie, si vous voulez, porte bien qu'il y a un rapport entre l'identité des territoires, la façon dont s'est constituée l'urbanisation autour de la Seine et l'aménagement des quais et l'apport qu'a amené le fleuve à la constitution de ce qui est la deuxième, après Londres, métropole européenne. Bon, donc c'est à peu près de ça dont on parle. Si on veut regarder sur les questions un peu stratégiques de la place des grands territoires, et que la Seine était un oublié de ce débat, alors que ça pouvait être un élément fédérateur. Bon, Tanguy va un peu développer sur des questions qui sont très importantes. Pourquoi aujourd'hui, plus qu'hier, ça peut être un élément fédérateur? Parce que, pour l'essentiel, on est dans la période du réchauffement climatique. Bon, donc, évidemment, pour en dire quand même deux mots sur le plan historique, si vous voulez, la Seine, c'est le plus petit des fleuves français, mais sur les bords de la Seine, ses sources à son embouchure, vivent à peu près le quart de la population française. Bon, c'est quand même très important. Quand on regarde l'essor de l'industrie sur des cartes, il y a un atlas qui est sorti par la revue Autrement qui donne des cartographies si ça vous intéresse, que je vous encourage d'aller feuilleter ou de lire, qui montrent quelle a été l'importance du fleuve, si vous voulez, dans la constitution du grand territoire. Vous avez dû en entendre parler dans la presse, ce projet qui a été porté par Antoine Grimbach, qui était déjà porté à la fin de la Révolution française par Napoléon, mais c'était déjà présent un petit peu avant, c'est-à-dire Paris est une grande ville et son port, le Havre, son embouchure, c'est un peu des questions traditionnelles, si vous voulez, sur la question des relations entre les grandes métropoles, les grandes capitales et leurs relations à la mer. Donc, cet axe qui est quand même une question importante. D'ailleurs, elle va certainement être prise après les régionales, et je pense sur les questions institutionnelles, sur les réorganisations des grandes régions, entre la région parisienne et la région Normandie. Mais bon, le fleuve, dans le cadre du réchauffement climatique, joue un rôle très, très, très important, très spécifique. Et historiquement, Paris a toujours bénéficié un peu d'un traitement de faveur, c'est-à-dire que les rois, les monarques, les empereurs, Napoléon III, les présidents de la République, puisque la ville est une municipalité finalement depuis Chirac, c'est assez récent, et ensuite les maires ont fait qu'il fallait protéger la ville des crues, ce qui explique que le paysage parisien est tout à fait singulier par rapport à l'ensemble des autres paysages, notamment dans le cœur de l'agglomération. Vous le connaissez très bien, c'est un paysage de quais hauts et de quais bas qui ont été petit à petit construits pour protéger le fleuve de ses crues, aménager ses quais bas et ses ports, et ont été créés également ensuite, notamment avec la période gaulliste et notamment après les grandes crues de 1910 qui peuvent tout à fait revenir d'actualité, qui sont complètement d'actualité, puisqu'il y a eu la crue de 2016 et la crue de 2018 et la crue de 2018, et les spécialistes pensent que ça peut arriver, hein, c'est absolument pas... c'est une hypothèse tout à fait plausible, à la fois des grands établissements publics de barrages et réservoirs qui ont essayé de réguler, si vous voulez, la crue et le niveau du fleuve. C'est le seul fleuve français, la Loire ou la Garonne ou le Rhône, procèdent sur des systèmes très très différents, mais il faut protéger le cœur de l'agglomération et la capitale, parce qu'on comprend que s'il y a une inondation, ça va bloquer tout le système par des effets dominos. Ça, c'est des questions de résilience des territoires. Et que, donc, il y a cette question-là
des risques d'inondation, qui renvoie à un terme maintenant qui est très très utilisé, qui est la question de la résilience des territoires face à des chocs. Hein. Donc là, c'est le choc climatique. Et donc le fleuve devient un sujet très très politique, repris par ce qui n'était pas le cas dans un contexte nouveau, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ou 7 ans. Et c'est un peu dans ce contexte, si vous voulez, que l'association, en fait, est née et se développe. Alors, elle se développe, et je vais terminer par ça en laissant ensuite Tanguy intervenir. Elle se développe parce qu'on a été contacté en dehors de Paris, ou on a pris contact en dehors de Paris, avec, que ce soit en amont ou en aval de Paris, avec des associations qui étaient confrontées à des questions de même type, avec aujourd'hui, vous avez dû le voir dans la presse, une question qui redevient une question d'intérêt national, c'était la question du départ des usines Renault de Boulogne et l'aventure ou la saga de l'île Seguin, où l'île Seguin qui appartenait aux usines Renault, et la fin de l'aménagement des 45 hectares qu'avait Renault sur, donc entreprise nationale, hein, sur Meudon, l'île Seguin et le terrain du Trapèze à Boulogne. Et la ville de Boulogne, qui est la seule d'ailleurs à s'occuper, ce n'est plus l'État. Je donne juste quelques indications. Si vous voulez, l'État, au mouvement du gouvernement Rocard, a compris que ça pouvait être une question d'intérêt national. Il a nommé une mission à l'époque à Jean-Eudes Roublier. Il a confié des études avec l'idée que le départ des usines Renault à l'ouest de Paris sur un aussi grand territoire était une question d'intérêt national. Bon, les lois de décentralisation et le gouvernement Balladur ont mis un trait sur cette question, et donc c'est devenu une question d'intérêt local, et une question d'intérêt local ensuite interne à la droite du 92, c'est-à-dire une question d'intérêt boulonnaise. Bon, là, on n'a pas le temps de faire un exposé sur les péripéties de la gouvernance de la droite dans le 92, mais c'est quand même assez folklorique, et on arrive en fin de cours sur une quinzaine d'années de concours tout aussi un peu fantastique et étonnant d'architectes, dont Jean Nouvel, qui à un moment donné a proposé 3 tours sur le terrain des îles Seguin, où à peu près l'ensemble des mécènes intéressés, si vous voulez, à trouver un rapport entre la culture et peut-être du mécénat, et également des Bolloré étalés, comment il s'appelle, les grandes fondations qui n'ont pas pu trouver de site sur l'usine Renault sont parties à Venise. Bon, et finalement, la conclusion de ces péripéties sur l'île Seguin est de construire 130 000 m² de bureaux. Bon, c'est-à-dire de construire un morceau de ville sur cette île, qui plus est des bureaux aujourd'hui, au moment de la crise de l'immobilier tertiaire et probablement du rebattage des cartes sur les modèles du travail. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de bureaux, je ne pense pas ça. Bon, ça a soulevé un tollé, si vous voulez, dans tout le monde associatif local, qui maintenant mène un combat qui commence à avoir un vrai écho non seulement localement, mais de façon plus large, puisque vous avez dû voir que une coordination d'une vingtaine d'associations ont signé une déclaration de l'île Seguin, et que Julien Bayou et Stéphane Bern, se sont pointés sur place récemment, et Bern a été assez courageux, je veux dire, il a bien vu le problème, et ça donne un écho. Des actions de justice sont prises contre ce combat qui peut être tout à fait emblématique, parce que se pose la question de l'avenir du chapelet d'îles qui sont dans les boucles de la Seine aval. Hein. Vous rappelez la courbe de la Seine, dès que l'on sort de Paris et que l'on va sur Rouen, là on a toute une série de boucles assez remarquables, avec des grandes îles qui vont avoir des pressions foncières et immobilières tout à fait considérables. Donc je pense que là, on est au début d'une question. Et de l'autre côté, malheureusement, je ne peux pas vous montrer des images, mais c'est-à-dire entre les limites de Paris et ce qu'on appelle la confluence, c'est-à-dire à la hauteur d'Ivry, là où la Seine et la Marne se rejoignent. On a un grand territoire dont les projets de développement étaient conçus sur un peu la philosophie, si vous voulez, de cet urbanisme réinventé et de coupe pris coup par coup ou d'opérations menées coup par chacune des municipalités. Pour faire bref, mais c'est quand même, parce que je crois que vous en entendrez parler probablement dans la presse dans les années qui viennent, il y a sur Paris ce projet de tour sur le quartier Bercy-Charenton,
pour lequel les Verts ont tenu à arbitrer qu'il soit arrêté, donc qui était un projet quand même de faire un quartier de grande tour sur des terrains SNCF du côté de l'échangeur de la porte de Bercy. Bon, donc ça, c'est manifestement revu. Mais de l'autre côté, sur la porte d'Ivry, vous devez voir aujourd'hui une grande tour de gens nouvelles sortir de terre. Ce que vous ne savez pas, et ce que ne savent pas d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, la moitié des conseillers de Paris, moi j'en crois souvent, et je leur dis, au fait, vous êtes au courant de ce qui se passe à côté de ces tours, c'est que avait été décidé, et les marchés ont été passés, c'est de faire autour de l'échangeur 3 grandes tours, dont une de 280 mètres, une ville verticale de logements en accession. Bon, alors que à 500 mètres de là, sur Ivry, c'est des plus grandes friches urbaines aménageable du cœur de l'agglomération, de à peu près 240 hectares. Et c'est un peu, si vous voulez, le symétrique de ce qui se passe à Boulogne, c'est-à-dire à Boulogne, la ville elle-même aménage son terrain, est amenée à faire, finalement, parce qu'il n'y a pas eu de prise en compte, je dirais, régionale ou métropolitaine de l'intérêt d'un projet sur l'île Sauguin qui soit un projet d'intérêt commun, d'intérêt public. À l'inverse, si vous voulez, sur la ville d'Ivry, qui est une ville qui a longtemps été une municipalité communiste et qui ne voulait aucune aide de personne, pensant qu'il fallait maintenir son équilibre, je pense, politique essentiellement, elle est amenée à bétonner complètement ces 240 hectares toute seule parce que sans ça, elle n'en trouve pas les ressources, et probablement à faire des grandes bêtises, enfin ce que constatent à peu près tous les gens qui sont attentifs à ce développement territorial. Et pour terminer le tableau, si vous voulez, une autre opération sur des terrains appartenant là aussi à la SNCF, derrière le centre commercial que vous connaissez, porte de Bercy, Bouygues, avec la petite commune de Charenton, a décidé toute seule de faire à cet endroit une petite opération d'aménagement avec une tour de 200 mètres. Bon. Alors, ce sont des choses dont on va commencer à parler. L'autorité environnementale vient de remettre un rapport assez cinglant sur cette idée. Bon, et on sent qu'il y a un changement de point de vue dans lequel l'association, évidemment, s'inscrit et joue son rôle de lanceur d'alerte. Je vais terminer parce que ensuite on reparlera de tout ça, si vous voulez, par vous mettre les choses un peu plus en perspective, parce que bon, la Seine n'est pas avance, évidemment, c'est créé et se développe pas mal, l'association se développe pas mal, on est d'ailleurs assez débordé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre beaucoup d'autres associations, et en fait, on échange, on est dans un système de fonctionnement interne où on a mis des principes de démocratie interne, de fonctionnement d'un conseil d'orientation, où pour l'instant, on refuse toute subvention, l'association vit de ses cotisations, elle bosse énormément, et on essaie également de développer des principes, si vous voulez, de mobilisation dans le respect de la démocratie, je ne dirais pas d'assemblée générale, mais de coordination entre associations, où on essaye de promouvoir l'intelligence collective et les décisions collectives dans un mouvement. Je dirais que ce n'est pas comparable, par exemple, à ce qui se passe sur la ZAD de Gonesse, mais parce que le milieu du 92 est évidemment très très différent, mais en essayant quand même de mettre en avant un peu ces principes d'accompagnement, à la fois par nos capacités, mais aussi d'accompagnement de mobilisation interassociative qui sont souvent très localistes, mais en essayant de montrer que les questions qui sont posées débordent plus largement. Alors, et je terminerai par là, si vous voulez, ce qui est intéressant, d'abord, c'est que vous avez dû entendre parler d'un grand débat qui est porté par des juristes sur le plan national ou international sur faut-il donner un statut et un droit aux éléments de la nature, puisque ça, c'est ce que porte notre affaire à tous, qui d'ailleurs est allé attaquer l'État sur la question de la préservation de la biodiversité, avec un combat gagné, mais sur la question des fleuves, ils rejoignent un peu, si vous voulez, ce sont des choses qui ont été faites, je pense que Tanguy en parlera, sur des grands fleuves dans lesquels ou dans des pays, le droit de l'environnement est moins consolidé, mais en Amazonie ou d'autres pays, ou sur le Gange, on a reconnu un droit, un statut juridique au fleuve, donc ce qui pose, si vous voulez, ce qui change complètement le cadre, et je vois que le PS reprend un peu ça, mais de façon agitatoire, et les Verts le mettent très très en avant. On pourra discuter sur ce que ça implique concrètement, mais en même temps se mettent en place des mouvements de type séminaire à celui de la Seine n'est pas à vendre sur la Loire et sur le Rhône. Sur la Loire se crée un Parlement de la Loire, qui est une démarche que l'on suit, évidemment, c'est rencontrant, on discute avec eux.
qui procède avec des méthodes très différentes de celles de notre association, mais à des problématiques du même type, et sur le Rhône également. Alors, je conclurai par ça, parce qu'on en reparlera en troisième partie. Si vous regardez, et je pense que nous étions un certain nombre à être à l'école primaire, dans les livres de géographie où on apprenait les éléments fondamentaux, la terre, les fleuves. Bon, les livres de géographie, quand on regarde un pays comme la France, si vous voulez, le réseau fluvial et l'hydrologie des grands fleuves est très constitutive du territoire. Ça, c'est d'ailleurs un truc assez exceptionnel, c'est-à-dire vous regardez, allez chercher sur Internet, là moi je ne sais pas partager les images, mais on voit très bien en quoi le réseau hydrographique des grands fleuves, c'est-à-dire le Rhône, la Saône, la Garonne, la Loire, la Seine et un peu le Rhin, l'Adour un peu moins, quoique sur la partie du Pays Basque, qui jouent un rôle écosystémique très très important, puisque évidemment vont dans les fleuves l'ensemble de ça touche à la question également de la qualité de l'eau et de l'eau comme bien commun à préserver. Je vois que Mélenchon d'ailleurs lance une campagne dans sa campagne présidentielle ou dans leur programme sur la question de l'eau. Je crois qu'il a raison de pointer ce sujet, parce que c'est une question éminemment politique qui renvoie à la question des biens communs. Et je conclurai, parce qu'on reprendra cette discussion, on voit combien la question des fleuves et la question de l'eau sont probablement re-questionnées sur des choses à inventer, dans la mesure où les institutions en place, si vous voulez, dans leur fonctionnement, et pourtant il y en a, hein, si vous voulez, l'État gaulliste a créé des agences de bassin, des trucs assez costauds, assez sérieux, mais qui dans la réalité se trouvent en profond décalage avec ce que l'on peut voter par ailleurs dans le droit de l'environnement sur la préservation de la biodiversité, ou comment se préparer aux grandes catastrophes et au réchauffement climatique. Donc ce mouvement dont fait partie la Seine n'est pas à vendre s'inscrit en fait dans ce processus de re-questionnement sur des questions écosystémiques, de questions qui sont éminemment politiques. Voilà pour quelques mots d'introduction sur notre histoire. Bon, je vous remercie. Là, Bernard a dit l'essentiel presque sur l'enjeu politique qui entoure le fleuve. Alors, moi, je vais peut-être plus intervenir sur des aspects purement environnementaux, de façon peut-être plus brève, mais pour vous montrer un peu tout ce qu'apporte la Seine. Ce n'est pas juste une construction géographique. Et bon, c'est une construction culturelle dans le sens où la civilisation a commencé de toute façon sur le bord des fleuves. Et s'il y a eu une ville à Paris, c'est évidemment en raison du fleuve. C'était le seul endroit où il y avait un gué stratégique juste après la confluence de la Loire, si on en croit la guerre des Gaules. Donc, alors, l'écologie, c'est vraiment c'est le premier des communs, on va dire, les questions environnementales, là. Et il va être question de la résilience la résilience, c'est la capacité d'un système, d'un écosystème à retrouver son équilibre homéostasique. C'est-à-dire, comme l'avait un peu expliqué Bernard, quand il se prend un choc, sa capacité à retrouver plus ou moins un équilibre fonctionnel sans que tout aille à volo. Or, il se trouve que nous sommes à une époque de bouleversement climatique considérable. On a plusieurs scénarios sur l'évolution climatique et malheureusement, nous sommes partis, d'après les évolutions, sur les scénarios pessimistes, même pas sur le scénario médian, avec d'ici l'horizon 2100 pour la région de Paris, une augmentation entre 4 et 5 degrés en moyenne, et le tout avec un bouleversement au niveau aussi des courants du Gulf Stream. Donc, on pourrait très bien, en 2100, avoir un climat avec 50 degrés en été et moins 20 en hiver. Ce n'est pas que de la prospective fiction, ça semble être le scénario vers lequel nous sommes en train d'aller. Bon, alors au niveau
au niveau de la Seine, moi, je suis intervenu sur tout ce à quoi sert ce fleuve. Alors, historiquement, il servait à approvisionner en eau, il servait d'égout naturel, hein, c'est ça, sa fonction pendant plusieurs siècles. Et puis, progressivement, il a fallu changer tout ça avec la compréhension des grandes pandémies au début du 19e siècle, notamment du choléra. On a fini par comprendre qu'une bonne partie de ces pandémies étaient dues à la contamination de l'eau et il a fallu changer complètement l'approvisionnement en eau. Et là, c'est ce qu'ont porté des grands ingénieurs comme Belgrand dans le sillage d'Alphand, apporter de l'eau de qualité à la Seine, et ça a été évidemment tout un combat. Mais la Seine en soi, c'est un très vaste écosystème. Enfin, il y a une continuité depuis les sources jusqu'au fleuve, évidemment, qui ne suit pas nécessairement tous les petits découpages politiques que nous faisons. Et il se trouve qu'au niveau politique, par exemple, Bernard évoquait tous ces ouvrages qui servent à réguler actuellement les crues et toutes ces choses-là, et elles sont contrôlées par Paris, en fait, et la région, pour être exact, par le PTB Seine-Grand Lac. Et c'est-à-dire que ni les Bourguignons ni les Normands n'ont leur mot à dire sur la gestion des crues du fleuve. C'est la région Île-de-France qui domine tout ça, et évidemment, ça fait débat. Alors, comme nous arrivons à une époque de bouleversement climatique, les épisodes extrêmes climatiques risquent d'arriver plus souvent. Donc, on parle d'épisodes caniculaires, mais sur les crues, oui, un épisode du type 1910 n'est absolument pas exclu. Il est même statistiquement probable, même la réponse des météorologues, c'est ça va forcément arriver. Et quant à tous les grands ouvrages qui permettent, on va dire, une régulation de crues moyenne, là, si une crue du type 1910 arrivait, l'effet de tous les barrages et réservoirs de l'EPTB, ce serait seulement 60 cm de variation. Autant dire qu'on aurait une crue complète qui ressemblerait beaucoup à ce qui se passerait. On aurait également bien d'autres problèmes parce qu'en cas de très grandes crues, de crues centenales, tous les sédiments, dans les sédiments de la Seine se sont accumulés énormément de polluants pendant l'époque industrielle, et tout ça serait évidemment soulevé, et on risquerait d'avoir, par exemple, notamment on se pose des questions sur quand on a fait des corrotages dans la boue de la Seine au niveau de la Normandie, on s'est aperçu qu'il y avait d'énormes concentrations de PCB, qui est un des carcinogènes les plus violents. Et si donc une grande crue arrivait, eh bien tout ceci serait soulevé et serait immédiatement mis à exposition. Et là, ce serait vraiment une catastrophe environnementale majeure avec un impact difficilement quantitatif, même actuellement. Alors, de façon plus modeste, au niveau parisien, il y a au-delà de l'écosystème lui-même du fleuve, la Seine, elle permet de réguler le climat de deux manières. Alors, pas seulement sur la qualité des eaux, sur l'abaissement de la température et la régulation de toutes les eaux qui nous arrivent dessus. C'est-à-dire qu'il y a, c'est toute la théorie de la ville éponge. Actuellement, quand il y a des précipitations, donc une tempête, un orage, enfin, tout cela, il faut se débrouiller pour que les eaux ralentissent en surface et qu'elles arrivent à la Seine à peu près filtrées, ou sinon le fleuve connaît une très brève mais très intense, un très intense épisode de pollution qui va évidemment flinguer tous les poissons et toutes ces choses-là. Mais pas seulement, puisque ça fait partie de cette question de la régulation des crues. Ce n'est pas seulement les barrages et les bassins d'orage qu'on crée, c'est au niveau du sol la capacité qu'ont ces sols à retenir l'eau. Et il y a un deuxième aspect qui est... Attendez, non. Désolé, c'est mon paternel qui...
Et il y a un autre aspect dont j'avais parlé à Bernard lors de la création de l'association, c'est l'aspect aérien. Alors, il se trouve que la Seine est ce qu'on appelle un corridor de ventilation, qui est une notion qui a été mieux comprise, on va dire, plutôt en Allemagne dans les années 90 et appliquée là-bas. Et plus tard en Chine, mais en France, c'est extrêmement nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corridor de ventilation? Eh bien, c'est-à-dire qu'en fonction des vents dominants, les vents ont tendance, selon la géographie, à se glisser plus ou moins dans certains secteurs, à se comporter d'une manière plutôt que d'une autre. Et ça a un effet fondamental à la fois sur la température, en cas d'épisodes caniculaires extrêmes, bien entendu, mais surtout sur les polluants. C'est-à-dire que la métropole, par son métabolisme, génère toute une série de polluants, ça va des particules fines à l'ozone, et sans les éliminer à proprement parler, la circulation de l'air fait qu'ils peuvent s'éloigner ou bien, à contrario, se concentrer s'ils sont bloqués. C'est ce qui était arrivé à la ville de Stuttgart, en Allemagne, qui est une ville avec des petites collines dans tous les sens, les collines du Württemberg. Et il s'était aperçu que dans certaines vallées, il y avait des concentrations de polluants absolument invraisemblables. Et en modélisant la façon dont les flux d'air s'écoulaient, ils se sont aperçus que les polluants étaient retenus par les constructions nouvelles qui avaient été créées, qui obturaient l'écoulement d'air naturel. Alors, à l'échelon régional et de Paris, donc le plus grand corridor de ventilation, c'est la Seine. Et pour que son rôle continue de fonctionner, la première chose, c'est d'éviter de l'obstruer, de le réduire, de le rendre étroit. Et pour cela, il faut regarder les vents dominants, comment se comportent tous ces flux d'air. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a un flux d'air qui est permanent autour de la Seine parce qu'il y a un différentiel hygrothermique. C'est-à-dire que la présence de l'eau fait qu'il y a toujours une évaporation et de l'autre côté, on a des quais très minéraux. Et dès que vous avez un différentiel entre les deux, eh bien, il y a une circulation d'air. Et ça, c'est fondamental parce qu'en cas d'épisode, comme on dit, d'inversion thermique, l'inversion thermique, c'est une nappe d'air chaud au-dessus d'un endroit qui bloque toute la circulation d'air au-dessus et qui met, on va dire, la ville sous cloche. Le seul et dernier endroit où l'air circule, c'est un corridor de ventilation, ce sont les fleuves. Donc vraiment, sachant que cette pollution aérienne est cause, maintenant on comprend mieux les mécanismes de dizaines de milliers de morts en France chaque année, c'est en passe plus mieux on comprend la chose d'être la première source de mortalité, de surmortalité en France. Eh bien, ça devient évidemment un enjeu de survie, de résilience. Alors, pas seulement pour que nos braves amis, les poissons, survivent, mais pour que nous survivions aussi. Et ce sont toutes les stratégies d'adaptation et d'atténuation de ces bouleversements climatiques. Alors, ces fleuves, ils sont accompagnés des écosystèmes très fragiles, des écosystèmes dits ripuaires ou fluviaux, qui servent à épurer la pollution de la Seine, mais qui rendent bien d'autres services. Encore une fois, rafraîchissement des températures en cas d'épisode extrême et assainissement de l'air, puisque notamment, c'est là où on a des berges arborées qui ont un gros avantage des arbres qui poussent à côté des fleuves, c'est qu'ils peuvent en permanence faire de l'évapotranspiration. Parce que, projetez-vous en 2100, on risque d'avoir jusqu'à 4 mois d'épisodes de terre totalement sèche. Alors, l'évapotranspiration des arbres, c'est bien, mais s'ils n'ont pas d'eau à pomper, ils ne peuvent pas rafraîchir la métropole. Et encore une fois, le dernier endroit qui risque d'être constamment régulé en termes de température et de qualité de l'air, ce sont les abords du fleuve. Et voilà pourquoi il faut absolument les préserver dans une
si on se projette à quelques décennies près. C'est notre bien commun. Alors, on dit que la santé n'a pas de prix, mais là, c'est littéralement ce qui peut nous préserver à court et moyen terme. Alors, je pourrais vous montrer éventuellement quelques images si le système de partage fonctionne. On commence maintenant à fabriquer des ouvrages, des parcs qui jouent avec les rythmes naturels de la Seine et des fleuves plutôt que de s'y opposer. On va dire que la philosophie générale au XIXe siècle, c'était de construire des quais, de tout réguler la nature ou la puissance naturelle par la force, par des ouvrages de plus en plus élevés. Or, maintenant, on est plutôt en train de se dire qu'une inondation, ça arrivera forcément. Donc, au lieu de jouer au bras de fer avec ces forces-là, on pense plutôt jouer au judo, c'est-à-dire ces forces-là, on les canalise dans des endroits où éventuellement elles feront le moins de dégâts possible. Alors, il y a des réflexions sur les fleuves, comme par exemple en Allemagne, à Cologne, qui est la ville qui est la plus sujette au risque d'inondation. Eh bien, on commence à réserver des anciens méandres du fleuve. On dit on ne va jamais construire là-dessus. On va renforcer la capacité du sol à cet endroit à jouer un rôle d'éponge. Et comme cela, on va s'éviter des catastrophes qui pourrait évidemment engendrer pas seulement des dégâts matériels, mais des millions de morts. Alors, je vous montre un peu ça. Je vais essayer de partager mon écran pour que vous compreniez le principe. Nous sommes à Cologne, donc c'est le Rhin. Là, c'est la ville de Cologne. Et donc, on est en train, alors c'est un peu en petit, on est en train de réserver des anciens méandres, des boucles, là, vous voyez, qui vont être préservés de toute urbanisation pour qu'en cas de très grande crue, donc le fleuve puisse avoir des endroits où s'écouler et où être retenu par ces effets d'éponge. Et on va également préserver le grand axe de circulation de l'air. Alors, pour vous montrer l'état du Rhin, là, nous sommes à Strasbourg. Là, vous voyez quel était l'état originel du Rhin et comment on l'a totalement domestiqué, canalisé, mais en réalité, c'est un combat absolument sans fin parce que en construisant des digues autour du Rhin, et il est arrivé peu ou prou la même chose à la Seine et à tous les fleuves complètement domestiqués, les sédiments qui déboulent par derrière tombent dans le fond du fleuve et donc le fleuve commence à monter. Et donc, il faut monter d'autant plus la digue. Et dans le cas de Strasbourg, dans le cas de Cologne, maintenant, le lit du fleuve est situé au-dessus du niveau de la ville. Donc, les effets d'une éventuelle inondation seraient évidemment démultipliés. Donc là, dans le cas de la réflexion franco-allemande, pour le coup, même pas interrégionale, mais inter-européenne, ils sont en train de dégager des anciens méandres et évidemment pas de recréer le fleuve tel qu'il était là auparavant, qui était, là vous voyez, un dédale d'îles, mais de commencer à penser à laisser le fleuve sortir parfois sur certains secteurs de ces digues, de tous les effets purement naturels. Alors, on en arrive maintenant de nouveau à la Seine. Là, Bernard parlait du cas de l'île Séguin, qui est située juste ici. Là, vous avez une carte avec la géographie. Alors, les vents dominants, là, le corridor de ventilation sont sud-est-nord-ouest, mais on s'aperçoit que dans la circulation du vent, le pire endroit où mettre un obstacle physique, c'est, on va dire, de façon perpendiculaire au vent, donc le vent dominant arrivant comme ça, et en bas de là où déboule l'air. Donc, en fait, on s'aperçoit assez finement dans le cas de l'île Séguin que construire en continu une muraille de bureaux à cet endroit-là, de façon donc perpendiculaire au vent dominant, c'est le pire endroit possible.
Ça va bloquer complètement tout l'air qui déboule là des coteaux de Meudon. Et bon, il y a également donc des vents qui vont remonter par là. Hélas, je n'ai pas d'illustration exacte de ce truc, mais qui a été très bien théorisé, là, encore une fois, par l'Université de Stuttgart, par le laboratoire de modélisation climatique et urbaine. Alors, pour vous montrer quelques autres expériences, pourquoi alors les Allemands qui sont très férus de cette histoire alors là-bas, ça s'appelle les Frischluftschneisen, les corridors d'air frais. Là, nous sommes à Stuttgart. Il y a une modélisation complète de la ville, donc, dont je vous avais parlé, avec tous les vents dominants. Et à partir de là, ça va donner des documents d'urbanisme. Là, vous avez le cœur de Stuttgart avec un projet de redéveloppement aussi des voies ferrées. Mais néanmoins, là, vous avez un document, là, celui qui est à gauche, qui précise les zones où on peut construire, où on peut où il ne faut pas construire, comment construire, avec quelle hauteur, toutes ces choses-là. Alors, c'est très curieux parce que donc en France, ce n'est en train d'arriver que c'est toutes ces réflexions qui sont donc obligatoires dans toutes les grandes villes allemandes et également en Suède, en Suisse, en Chine, et maintenant tous les grands plans de développement d'urbanisme en Chine, la question des corridors de vent est absolument obligatoire. Ils ont lancé toute une série d'études très lourdes, par exemple à Hong Kong, qui s'appellent les AVA, Air Ventilation Assessments. Et donc toutes les villes allemandes commencent à avoir des plans de circulation d'air. Là, vous avez la ville de Jena, ville modeste, mais dans lequel on calcule tout. Là, c'est une carte de l'effet des vents, de la modélisation fine, dans une ville qui est située également en plein dans un creux de vallée. Alors maintenant, pour revenir au grand projet de réinventer la Seine, évidemment, c'était très dangereux de construire sur le quai parce que ça veut dire avancer. Alors, je vous montre, là, c'est le projet Mazas, qui a été on va dire, un des coups d'entrée un des premiers combats de la Seine n'est pas à vendre. Donc là, il y avait un corridor de ventilation secondaire avec le canal qui est orienté exactement sur l'orientation des vents dominants. Et là, il pensait construire un barrage, non seulement un barrage léger, mais qui aurait eu des conséquences, évidemment, si on modélise l'air. Et il y a également ce bâtiment-là. Alors, là, comme c'est l'image qui nous était fournie, tout est fait pour masquer quel était le vrai problème. C'est-à-dire, il faut savoir que le quai haut, la ligne du quai haut, c'est le bâtiment néo-haussmannien là, qui est derrière. Or, si on construit un bâtiment R+7 devant, ça veut dire que potentiellement, on avançait d'une trentaine de mètres tout le quai, potentiellement, on aurait pu le réavancer. Et c'est exactement ce que disait Bernard. Les promoteurs derrière se disaient, en laissant faire ces petits projets, eh bien derrière, si ce genre de truc passe, on peut gagner du foncier, même si c'est un peu à la hussarde et à la barbare. Alors là, c'était un des projets de passerelle habitée. Alors, ce n'était pas habité puisque c'était un centre commercial. Et Jean-Louis Missica, l'adjoint à l'urbanisme de l'époque, expliquait qu'il s'agissait de lieux de vie. Alors, tous ceux qui sont familiers avec les thèses de Marc Auger en sociologie savent qu'un centre commercial, par définition, c'est tout l'inverse d'un lieu de vie. C'est un non-lieu, c'est-à-dire un espace qui est volontairement conçu pour ne pas avoir d'identité, comme par exemple un appartement. Ça, c'est un lieu de vie. Vous comprenez. Donc, le combat de la Seine n'est pas à vendre. Donc, c'est étoffé avec toute cette réflexion environnementale sur ces communs qu'il faut absolument préserver pour avoir des stratégies de résilience efficaces au niveau de la métropole parisienne. Et encore une fois,
la plupart des autres très grandes métropoles en Europe s'organisent en ce moment. Londres a une politique assez extraordinaire sur la réhabilitation du fleuve. La Tamise, pour rappel, dans les années 60 était en état était un fleuve biologiquement mort. Et rapidement, en se débrouillant pour que tous les organes, alors environnementaux, mais les économiques, etc., soient rattachés à une institution centralisée et dotée d'un budget conséquent, entre plus de 2 milliards de livres, eh bien, actuellement, en 2010, effectivement, les saumons remontent la Tamise, on a même des phoques, et l'état sanitaire du fleuve est jugé presque excellente, comme quoi ce n'est pas impossible de parvenir à corriger toutes ces choses-là. Mais que ce soit les Britanniques, que ce soit les Allemands, partout se mettent en place des réflexions dans le monde, la Nouvelle-Orléans aussi avec le Mississippi, pour comprendre tout ce que ces grandes entités naturelles et géographiques nous apportent. Et on se pose donc la question, faut-il créer une personnalité juridique à ces fleuves compte tenu du rôle fondamental qu'ils ont? Alors, jusque-là, dans le monde, on a eu ce cas en Nouvelle-Zélande, en Colombie. Dans ces cas-là, on a plutôt utilisé des arguments culturels, c'était lié à des populations indigènes, mais néanmoins, pour les très grandes villes, on commence à se poser la question de créer donc des droits opposables si jamais des promoteurs ou des industriels commençaient, on va dire, à saccager des éléments comme cela qui ont des effets qui concernent des millions de gens, les millions d'habitants, donc ce commun que vous, moi, tous, enfin, vous voyez à peu près l'enjeu. Bon, je vais reconfier la parole à Bernard, là, si vous avez des questions plus précises, plus techniques sur tout le rôle écosystémique du fleuve. Évidemment, ça se fera à la fin du débat. Voilà, je vous remercie. Vous aurez compris que on est une jeune association. Bon, vous aurez compris aussi qu'il y a plusieurs remarques. Si vous voulez, on réfléchit évidemment à ce qu'on fait, c'est-à-dire on est lanceur d'alerte, on combat des questions qui nous semblent dignes d'être combattues, mais au-delà de ça, on se pose un certain nombre de questions d'ordre plus général, et ceci à plusieurs niveaux. Alors, c'est sur ces questions-là que je voulais engager une discussion avec vous. La première, c'est que sur les questions environnementales, sur les questions d'aménagement du territoire, on constate, si vous voulez, que le milieu associatif joue un rôle très important aujourd'hui. On a presque envie de dire qu'il comble, enfin, ou il occupe une place que les partis politiques n'occupent plus, parce qu'il y a un tel décalage entre les cadres institutionnels existants, les cadres législatifs et juridiques existants et les réponses apportées aux questions qui nous sont posées. Tanguy vient d'en faire une démonstration, je trouve, très éclairante sur cette question des couloirs de ventilation, font que, de façon assez pragmatique, le milieu associatif, enfin, nous, c'est un peu ce que nous vivons, si vous voulez, dans l'association, essaye d'aller au-delà du travail de lanceur d'alerte, mais il essaye également de proposer des cadres de débat et de discussion. Alors, ça pose deux questions. La première question, qui est le rétrécissement de ce que portaient les lois de 1901 sur l'existence et l'importance du milieu associatif. Il y a
un milieu associatif en France qui est très très riche. En fait, c'est un secteur quasiment, je dirais presque de la vie, y compris économique. Mais, et je n'ai pas trop le temps de développer, les cadres du combat, notamment sur le plan juridique, se sont extrêmement rétrécis. Je vais en donner, c'est-à-dire le débat public est bidon, pour le dire de façon concentrée. Les enquêtes publiques sont inaccessibles, sauf à bénéficier de niveaux d'expertise. Et j'ai presque envie de dire, si vous voulez, de par un peu l'expérience de ce que je constate, donc qui nous rejoint, c'est que bon, le vieillissement et le fait que dans beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, il y a des gens qui ont eu des responsabilités professionnelles, qui ont une très bonne formation, un très bon niveau, si vous voulez, technique et culturel. La retraite à 65 ans fait que pour ceux qui sont motivés et militants, eh ben, ils disent maintenant, je reprends le flambeau d'une action citoyenne et je suis en capacité, si vous voulez, de réfléchir collectivement pour inventer d'autres choses. Bon, alors moi, je le remarque, si vous voulez, sur la question du fleuve et de l'expérience de notre association, mais je dois dire que toutes les associations qu'on rencontre sur ce thème-là sont à peu près dans la même configuration. Bon, donc d'un côté, des cadres juridiques et des cadres de combat qui sont de plus en plus encadrés et difficiles, c'est-à-dire que la loi et le débat public, en fait, n'existe pas. On nous parle de débat public, mais en fait, il n'existe pas vraiment. Et les cadres de discussion, si vous voulez, y compris dans le débat juridique, sont des axes très importants, difficiles à gagner et symboliques lorsque l'on gagne, mais qui, en soi, sont des vrais combats. Bon, donc, première question. Deuxième constat sur l'expérience de l'association et qui renvoie à ce qu'a développé Tanguy, c'est que né quelque part, et c'est porté en partie par les mouvements écologistes, je trouve insuffisamment par les forces politiques organisées qui rament derrière, moi je trouve qu'elles rament derrière, par quelques experts probablement, enfin on le voit, des gens comme Dominique Bourg ou des gens ou le courant qui est derrière notre apport à tous, on voit que la question, en tout cas en France, hein, c'est assez spécifique à l'héritage de la culture française, qui est un pays très centralisé. Le code de l'urbanisme, pour donner une image assez raccourcie, qui est quelque chose qui se consolide vraiment dans le droit après la Seconde Guerre mondiale, mais qui est quelque part dans l'héritage du droit de propriété, puisque le code de l'urbanisme est donc de la Révolution française. Son objectif, si vous voulez, ou ce qu'il raconte, ce qu'il décline et ce qu'il a construit dans la jurisprudence, c'est ce que l'on peut faire sur un terrain, fondamentalement, c'est-à-dire les droits à donner ou à ne pas donner sur le sol. Le code de l'environnement est beaucoup plus récent. Le code de l'environnement, les premiers ministres de l'environnement, c'est sous Giscard, en fait, et timidement, et ensuite, mais en tant que code, si vous voulez, juridique construit, c'est très récent. C'est les années 2000, le Grenelle qui commence à constituer un cadre juridique, et le code de l'environnement contre le code de l'urbanisme dans la jurisprudence, c'est encore le pot de terre contre le pot de fer. Et ça renvoie quand même à des questions qui sont ouvertes dans le débat politique, que Tanguy a assez bien illustré, en tout cas sur un exemple, c'est qu'il est incontestable que le code de l'environnement par rapport aux responsabilités collectives que nous avons sur le bien commun que constituent les territoires doit passer à un rang supérieur. Et ça ne peut se faire que dans le cadre d'une nouvelle République et d'une nouvelle Constitution. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est ma conviction, c'est-à-dire que les rapports de force entre les acteurs, et on pourra parler de l'île Seguin, je ne sais pas si on va gagner le combat sur l'île Seguin, mais enfin, les acteurs, c'est des acteurs costauds, hein, si vous voulez. Il y a 300 millions d'investis, des groupes d'investissement très forts, ça ne va pas tomber tout seul. À Paris, on a eu quelque part de la chance. Je dirais que la gouvernance Hidalgo, qui est quand même teintée quelque part d'une coloration à gauche, même si je considère que la gouvernance de Jean-Louis Mujica a été
ultralibéral et a fait des ravages dans le système de l'administration parisienne. Ils ont compris devant la fronde qu'il fallait arrêter et ils ont mis en place, pendant presque un an, ils ont arrêté les projets, ils ont dit on met tout le monde autour de la table et on fait un parlement de la Seine dont il est sorti je ne sais pas quoi, parce que je vois que les nouveaux élus responsables de la Seine n'ont pas continué dans cette foulée, mais il y a un adjoint à la Seine, mais il y a eu un cadre de dialogue. Bon, donc c'était quand même pas si bête que ça, c'était aussi une façon finalement de, quelque part, récupérer de façon positive le mouvement que nous avons pu enclencher. Bon. Mais là, on déborde sur une question beaucoup plus large qui est le débat, je crois, qu'on ne peut pas contourner, si vous voulez, sur des aspects programmatiques et politiques en termes constitutionnels. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est une leçon, si vous voulez, du combat que nous menons, qui va bien au-delà de l'objet sur lequel nous menons ce combat, que sont les fleuves. Et j'ai presque envie de dire, parce qu'ensuite, il y a une troisième question, quand j'ai discuté avec certaines personnes qui sont là et qui sont d'ailleurs à Louise Michel et qui ont adhéré à l'association, il y a la question de la gouvernance, bon, et de l'altermétropolisation, bon, qui est en fait portée aussi par le débat sur la question de la Seine comme élément fédérateur d'un grand territoire. C'est vrai que bon, moi, je n'ai pas de réponse et je ne sais pas si le terme altermétropolisation, tel qu'il a pu être développé par un certain nombre d'articles qui ont été publiés, d'ailleurs venant de points de vue très croisés, hein, c'est-à-dire c'était très ouvert dans la revue Contretemps sur les questions de que sont les métropoles d'aujourd'hui, ce qu'elles signifient, et même si le phénomène et la tendance est inéluctable dans l'évolution, je dirais, mondiale, puisque les territoires habités, les villes ont grandi, il y a une véritable révolution des villes dans le monde entier. Est-ce que c'est ce modèle-là, ou comment on transforme et on adapte et on rend ce modèle plus résilient? La Seine, de ce point de vue-là, est un formidable vecteur de ce débat, parce que autant dire que les questions qu'a abordées Tanguy, qui sont des vraies questions sur la région parisienne, hein, les petites crues de la semaine dernière allaient demander aux maires des communes qui sont à l'ouest, et notamment à Ollier, qui est le président de la métropole, je ne me rappelle plus, là j'ai un trou de mémoire, le nom de la commune dont il est le maire, ce sont les premiers à être touchés par les inondations. C'est-à-dire que le système dont a parlé Tanguy sur la régulation qui permet en gros au bassin, si vous voulez, de la Seine sur le cœur de Paris, c'est-à-dire entre deux écluses qui font que finalement la Seine à Paris, les choses sont à peu près protégées et c'est quasiment une piscine dont on peut réguler le flux. De l'autre côté, dès que la crue ou le niveau monte, il y a des territoires qui ont subi de plus graves conséquences. Bon, mais posé dans le cadre, aujourd'hui, si vous voulez, de l'absence de réponse à une gouvernance à un bon niveau de questions stratégiques sur le cœur de la métropole parisienne, c'est absolument impossible. C'est-à-dire, moi, je me régale à entendre les réflexions de Tanguy sur la façon dont, par exemple, les villes allemandes intègrent des éléments majeurs du réchauffement climatique par rapport au milieu naturel. On en est extrêmement loin, en tout cas, pour ce qui concerne la région parisienne. Je crois que le Rhône et le Lyon, la métropole de Lyon ou la Loire prennent les choses autrement, même si les questions sont différentes. Et là, on met le doigt, si vous voulez, sur une question qui est d'intérêt général. C'est-à-dire, pour revenir, je vais en terminer par là, si vous voulez, il est évident que la question de l'île Séguin n'est pas le problème de Boulogne. Ouais. Parce que ce n'est pas Boulogne qui va trouver les 300 millions. Si encore faut-il trouver 300 millions, je ne vois pas qui d'autre va les trouver. Et que la décision, in fine, ne peut pas être prise sur l'avenir de cette île pour les raisons, entre autres, qu'a expliqué Tanguy, mais il y a également des raisons de paysage. Ça va bousiller le paysage. Moi, personnellement, je crois que les paysages, c'est quand même à préserver à une grande échelle des choses très importantes. Et puis, pour des raisons d'opportunité, quel est l'intérêt d'aller mettre 130 000 mètres de carrés de bureaux au milieu de cette île aujourd'hui, si vous voulez? Enfin, même, d'ailleurs, les investisseurs eux-mêmes se posent la question. Bon, donc voilà, je conclus aussi par la dimension de l'impact du débat de la gouvernance et de la métropole
du combat que peut mener notre association avec d'autres. Ouais. Voilà. Oui, le fond du problème, pour le résumer, c'est que on fait face là à une balkanisation complète du fleuve sans rapport avec l'homme politique, c'est-à-dire un morcellement sans fin où chaque commune décide de choses et d'autres, alors que plus que jamais, il faudrait avoir une réflexion unie, ce qu'ont fini par faire les Anglais au niveau de la Tamise. C'est-à-dire d'avoir une réflexion sur tout le bassin du fleuve, pas que ce soit uniquement Boulogne ou Ivry ou les édiles machins comme ça qui décident contre ou séparément, alors que là, il y a une question du commun qui dépasse tous ces éléments, tous ces éléments du millefeuille. Et comment arrive-t-on à surmonter cela? C'est peut-être ça le fond du problème. Et si on arrive à des projets parfois aberrants ou délirants, c'est peut-être à cause de ce millefeuille, de ce millefeuille fou. Ben merci Bernard, merci Tanguy de cette présentation. Moi, je trouve très, très, très passionnante, vraiment très intéressante. Et on aimerait en savoir plus, en entendant plus. Alors, vous avez, je sais que votre association publie des documents, donc on doit pouvoir les retrouver sur le site, j'imagine. Hein. Bon, j'imagine pas, je le sais, puisque je suis allé voir. Et on peut regarder de près non seulement les idées, les considérations que vous émettez, mais aussi les actions que vous menez et qui sont tout à fait, à mes yeux, tout à fait importantes. Est-ce que c'est possible de quitter donc le partage d'écran, Tanguy, de façon à ouvrir le débat? Peut-être y a-t-il quelques questions, quelques remarques à faire après cette présentation. Ben, écoutez, c'est à vous. Je me faisais, alors bon, je commence puisque j'ai la main. Je me faisais une réflexion. Est-ce que vous avez le sentiment ou pas que votre réflexion rejoint certaines réflexions de quelqu'un comme Bruno Latour, par exemple? Parce que tout d'un coup, quand vous avez parlé de contre le progrès, je me faisais la remarque que ça rejoignait certaines choses qu'il dit sur ce qu'il appelle la fin de la modernité, c'est-à-dire l'idée que finalement l'homme possesseur de la nature, qui est un grand projet moderne, arrive un peu à son achèvement et qu'il faut reconsidérer les choses tout à fait autrement. C'est ce que j'entends quand tu parles de faire des représentations ou des parlements ou du fleuve ou des éléments naturels, etc. C'est-à-dire les intégrer finalement comme des agents à part entière, avec des représentants, des spécialistes, des représentants qui pourraient défendre les intérêts des fleuves, des forêts, etc. etc. Et est-ce que vous avez une proximité avec cette pensée-là? Tanguy, moi, oui. Alors Bruno Latour, il est très impliqué dans le Parlement de la Loire. Oui. Ouais. Il était impliqué. Il procède de la façon dont ils se sont pas constitués comme nous sommes constitués d'abord comme lanceurs d'alerte et sur des combats. Et les combats ont fait que la réflexion, en fait, était nécessaire à mieux comprendre, je veux dire, le contexte et le fond de la question qui se posait. Latour, lui, avec le Polo, on s'est rencontrés, on a fait 2 débats communs avec eux. Oui, on est assez proches, hein, on est assez proches sur la philosophie, je dirais. C'est-à-dire, ça me fait penser, tu parles de la fin de la modernité, c'est-à-dire il y a aussi un peu, c'est la fin de la notion de progrès ou de technoprogrès telle qu'elle avait émergé des Lumières. Donc oui, il y a une remise en question, mais au contraire des critiques qui avaient été faites à Bernard, ça n'est pas une remise en question conservatrice, mais c'est puisque ces questions parlent de notre survie en commun, ce sont au contraire autant de nouvelles occasions pour se réapproprier tous ces communs, et donc c'est fatalement un enjeu démocratique. Donc peut-être que la solution à cette crise de la modernité me semble être que par une réappropriation démocratique, et cette réappropriation des communs, encore une fois, dans un but qui est celui de la survie, littéralement, celui de notre survie.
Oui, et Bernard, tu as Ouais. l'air de dire, tu as l'air de dire dans une de tes interventions que finalement, donc, il y aurait besoin d'une réorganisation constitutionnelle quasiment, c'est-à-dire de façon à pouvoir, oui, alors je ne sais pas Mm. si tu penses à la Sixième République ou à quelque chose de cet ordre, mais de façon à pouvoir réorganiser institutionnellement, en tout cas, des espaces de débat plus démocratiques, hyper démocratiques, je ne sais pas comment dire, qui permettraient de poser réellement ces questions, non? C'est un peu ce que tu suggérais par cette remarque, Et j'imagine. moi, si tu veux, c'est une question compliquée et c'est une intuition. Euh, euh, bon, l'ancien régime s'est fondé sur la représentation des églises et des clochers et la France des communes. Bon, la Révolution a créé les départements, bon, qui étaient liés à la distance des malles postales et on redécoupe l'ensemble du territoire. Bon. Ensuite, on a réorganisé le territoire avec des grandes régions. Moi, je me pose une question à laquelle je n'ai aucune réponse. Et je, entre le global et le local, du point de vue de la vie démocratique, j'ai quand même une intuition, surtout quand je vois un pays comme la France, qui est un pays qui a une histoire et une géographie très singulière. C'est-à-dire qu'il y a les côtes. D'ailleurs, on commence à avancer la nécessité d'avoir un conservatoire des fleuves. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas révolutionnaire, mais il y a un conservatoire du littoral qui a quand même une action de protection du littoral et des bords de mer. Il y a quand même deux grandes façades maritimes, si vous voulez, dans la géographie de la France, très importantes. Trois, enfin la Manche, l'océan et puis la Méditerranée. Bon, sur les fleuves, on a à peu près la même chose sur les grands massifs montagneux. Bon, sur les fleuves, aujourd'hui, il y a VNF. VNF, en fait, c'est créé sous Mitterrand et c'est financé par le rafraîchissement des centrales nucléaires dans l'eau. Donc, en fait, il y a pas d'institution, même de la part de l'État, qui est en charge le bien commun des fleuves. Donc, là, il y a une question. Mais au-delà de ça, quand on regarde l'effet systémique que décrit assez bien Tanguy, par exemple, sur la question de la Seine, on voit bien qu'il y a une question de gouvernance partagée à l'échelle de grands territoires qui sont en phase avec des éléments de la géographie dont on hérite qui pose une question politique. Moi, je trouve que ça pose une question politique. Je n'ai pas la réponse, mais je crois que, quelle que soit l'idée d'une sixième république ou d'un changement constitutionnel sur l'organisation du territoire, ça pourrait rejoindre des conceptions plus fédérales de l'organisation du territoire. Bon, ça, c'est intuitif de ma part, mais je vois quand même, si vous voulez, en tout cas sur l'histoire de la France, qui reste un pays extrêmement centralisé dans une Europe qui est beaucoup plus fédérale. Bon, les Italiens, enfin les courants italiens qui travaillent un peu sur des questions similaires, je pense à des gens comme Magnaghi, eux, ils parlent de biorégion ou de biorégion urbaine. Bon, quelque part, bon, y a un peu cette idée d'organiser autrement le territoire à partir de sa réalité géographique. Quoi. Donc, ça pose plein d'autres questions. Voilà. Ce sont des hypothèses de réflexion. Et tu crois que le retard qu'a la France sur toutes ces questions, enfin, en particulier autour des fleuves, hein, comme vous l'avez présenté, par rapport à l'Allemagne, par rapport à d'autres pays qui ont l'air quand même beaucoup plus avancés, tu crois que c'est lié au centralisme français, ce retard de la France sur ces questions? Alors, écoute, pour être très franc, je commence à bien comprendre l'histoire de la Seine parce qu'elle est très liée à l'histoire de la capitale, ce qu'a dit Tanguy, c'est-à-dire que toute l'organisation, d'abord les sources de la Seine appartiennent à Paris, c'est la capitale, c'est là où s'est construit finalement la représentation nationale et c'est une métropole de rang mondial. Bon, je connais pas assez la gouvernance de la Loire, de la Garonne. Si la Loire, c'est différent, ils sont beaucoup plus en avance. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus en avance, ils ont une réflexion globale. Donc, mais dans l'organisation ensuite institutionnelle, là, j'ai pas trop le temps de développer, mais il y a les agences de bassin, il y a notamment dans la loi ce qu'on appelle le vote de schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Mais autant dire que sur le centre de la région parisienne, on peut voter. C'est ça qui est quand même assez marrant. Si je prends l'exemple de GPSO, qui est le territoire de Boulogne-Billancourt, d'un côté, ils vont voter des plans climat, des plans de développement écologique, parce que la loi les y oblige,
si tu veux. Donc, les élus vont voter des tas de trucs avec des tas de décisions extrêmement vertueuses, mais de l'autre côté, ils te font l'île Seguin. Et pas que l'île Seguin. Je vois, par exemple, l'idée des impressionnistes. On sait que EDF vient de changer de statut et être éclaté en trois entités. Il faut savoir que sur l'île de Chatou, il y a un énorme machin qui s'appelle le centre, qui était le centre de recherche d'EDF. Je pense que, enfin, je serais très intéressé. Je vois déjà ce que fait le maire de Chatou sur une partie de l'île où, dont je fais attention à ce que je dis parce que il attaque en justice dès que on dit du mal de lui. Mais objectivement, il est en train quand même déjà, sur un site qui est protégé et inscrit comme un espace naturel, d'aider des promoteurs à en faire des résidences de luxe pendant 2 ou 3 ans, si tu veux. Il contourne la loi. Bon, donc, il y a une spécificité, en tout cas, de l'organisation territoriale de la métropole de Paris, qui est qu'on est dans des baronnies, dans des royautés locales. Moi, je prône un retour de l'État, mais pas n'importe quel État, et de façon assez vigoureuse, parce qu'aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, je ne vais pas m'étendre, mais quand on tirera finalement le bilan sur la question de les mutations qui étaient attendues, si vous voulez, où à un moment donné, on a eu Paris et puis la région Île-de-France, en gros, la réorganisation du département de la Seine et les questions objectives posées par la réorganisation et la gouvernance du territoire, du grand territoire qu'on appelle le territoire métropolitain, le constat, écoutez les débats au Sénat, il ne s'est rien passé de fondamental. Le seul truc qui s'est passé, on va dire, c'est le métro du Grand Paris. Voilà, une décision, faire 200 km de métro, ce que je trouve assez juste. Il s'est fait 140 km de métro entre l'entre-deux-guerres uniquement sur le territoire de Paris. Il s'est fait 40 km d'extension des lignes de métro et la création du RER sous la période gaulliste. Il était temps que la banlieue dispose de 200 km de métro. Enfin, je le dis un peu brutalement, mais c'est la seule décision importante qui a été prise. Il n'y en a pas d'autre. L'agrément des bureaux, le préfet lui-même, il le constate. Nous, on a eu des réunions et avec Pompili et avec le préfet des Hauts-de-Seine. Bon, il nous disait A dans la réunion et il signait des arrêtés le lendemain parce que les préfets sont aux ordres du gouvernement aujourd'hui. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, on est quand même dans des injonctions contradictoires, dans une situation que, personnellement, je trouve assez explosive parce que ceci pousse encore plus, notamment sur la région parisienne, entre des déséquilibres mais flagrants entre l'Est et l'Ouest. La richesse n'est pas redistribuée. C'est pas moi qui dis, même Dallier qui prône, écoute, allez sur le site du Sénat, écoutez le débat sur la métropole, vous serez assez surpris. Très bien, merci. Merci. Peut-être d'autres questions? Bon, indépendamment de la question de la gestion locale ou centralisée, etc., enfin, les problèmes d'organisation que tu as posés, il y a quand même le problème de la financiarisation de la ville, puisque toutes les décisions, que ce soit sur l'aménagement, l'île Seguin, mais aussi la gare du Nord à Paris, le triangle de Gonesse, tout ça, c'est toujours le fait que c'est la finance qui décide de l'aménagement de la ville, de la région. C'est uniquement les financiers. Et bon, dans le dossier de la revue Contretemps que tu citais tout à l'heure, il y avait un article, moi, qui m'a beaucoup amusé, qui a été écrit par un libraire du 20e qui explique que la ville le rend paranoïaque. Parce que partout, il voit les grandes organisations financières. Il y a que ce soit pour la tour Triangle, pour les Halles, etc. À chaque fois, il s'aperçoit qu'en fait, derrière, il y a des organisations financières. Voilà, donc c'est quand même aussi un problème fondamental. C'est-à-dire en fonction de quoi la ville se développe, qu'est-ce qui prend les décisions, comment elles sont prises, pourquoi, pas pour l'intérêt en général des habitants, mais par rapport à des intérêts financiers. Et l'ancien adjoint au maire chargé de l'urbanisme était quand même avait des relations très proches avec aussi le fondateur d'ICAD de Free, hein, donc il est un des milliardaires tout puissants actuellement. Voilà, Ce qui est tout à fait sur l'histoire, en tout cas, de la ville de Paris et un peu de l'effet politique des 20 dernières années. Enfin, il faudrait mettre une petite parenthèse sur la crise de 2008. Mais la région parisienne
est apparu à la fois aux yeux des grandes familles françaises et de la banque qui est très puissante. Hein. Il y a des chercheurs à l'École des Ponts et à l'EHESS qui bossent sur cette question de la financiarisation de l'aménagement du territoire, qui est un élément à la dimension, comme plusieurs articles de Contretemps l'expliquent, avec lequel la finance s'est emparée des territoires est nouveau par rapport aux périodes précédentes. Ça, c'est incontestable. Et ce que les socialistes n'ont pas vu, enfin, ou qui ont été même, je le dirais, quasiment moi je trouve presque les responsables quand je vois, parce que finalement l'organisation de la métropole, enfin, et les lois qui ont été votées sur la question de la métropole, ça c'est sous Hollande, pour pas faire grand chose, mais en gros on a laissé le marché organiser le territoire. C'est ça ce qui s'est passé. C'est ça ce qui s'est passé. Et alors effectivement Jean-Louis Missika a été le cheval de Troie de ça. À la fois à la mairie de Paris et dans la métropole, si vous voulez, les tours que vous voyez qui sont construites par Jean Nouvel au bout de Paris rive gauche, là, ces deux grosses tours qui sont construites, c'est un fonds d'investissement canadien pour regrouper l'ensemble des bureaux de Natexis. Hein. Donc la commande est d'abord été une réponse à un investisseur qui cherchait un endroit plutôt pas mal sur le territoire parisien, parce que l'adresse évidemment est beaucoup mieux que si c'était à Ivry ou à Saint-Denis, pour faire ses tours. Ensuite, on a été chercher 3 architectes pour rendre la chose, les architectes étant devenus un peu les objets du prince, si vous voulez, on ne questionne pas. Et ce que dit Pierre est vrai d'ailleurs, c'est-à-dire que même, y compris quand vous lisez la presse actuelle, moi j'ai lu les documents de la PUR qui eux-mêmes constatent que la planification de l'urbanisme autour des gares du Grand Paris, mais ils le disent maintenant alors qu'on le sait quasiment depuis le début, fait par la Cité du Grand Paris, c'est une vaste opération financière parce que la métropole française était apparue aux yeux des investisseurs. Alors, qu'est-ce que ça va donner après la crise de la Codiv? Je n'en sais rien. Si vous voulez, dans la géopolitique européenne, c'est un endroit qui a brassé énormément de capitaux. Entre 2010 et 2020, vous alliez au MIPIM, hein, enfin moi j'ai eu des responsabilités à la mairie de Paris, donc le MIPIM c'est le Salon international de l'immobilier, et les fonds d'investissement venaient en disant « Monsieur le maire, j'ai 200 millions, je les mets où ?» C'est un peu comme ça que s'est passé l'aménagement du territoire ces 15 dernières années, avec un désengagement total de l'État, et c'est ce dont on hérite aujourd'hui. Ça, c'est enfin, ça. Ce qui est assez drôle, c'est la prise de conscience qui vient un peu en effet boomerang sur la classe politique qui commence à se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc oui, ce que dit Pierre est juste. Merci. J'ai 2 questions. Donc une intervention de Philippe Pignard et après Francis Sitel interviendra. Philippe, c'est à toi. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait pas, enfin, que tu sois fait traiter de réactionnaire, d'une certaine manière, c'est vraiment pas très grave, et je trouve que ça devient souvent un compliment parce qu'on est tellement, les gens qui se réclament dans tous les domaines, les gens qui se réclament des réformes en général, c'est pour mieux détruire un peu plus aussi bien les acquis sociaux que l'environnement, que tout ça. Et donc, on est de plus en plus amené à défendre, comme dit Latour, qui a été cité par Hervé, à ravauder, à essayer de recoudre, à essayer de défendre ce à quoi on tient, à réfléchir à nos attachements positifs. On a souvent réfléchi en termes d'émancipation et d'absence de lien. Aujourd'hui, on est amené à réfléchir à ce quoi on tient, à ce quoi on est attaché. Et ça peut être des paysages, ça peut être des environnements. Et effectivement, il faut apprendre à les défendre. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Et je trouve que la façon dont il faut poser désormais la question des territoires, justement, la question de la Seine, la question de la loi, la question des territoires qu'on occupe, c'est une vraie question politique qu'il faut qu'on se pose, qui est très compliquée parce qu'on n'a pas l'habitude. Évidemment, ça nous sort complètement de nos questions politiques telles qu'on les posait, et ça fait de la question, disons, écologique ou environnementale, non pas une question qui s'ajoute, qui est facile à traiter et qu'on peut traiter d'un revers de main, mais ça en fait une question difficile, compliquée et vraiment passionnante et intéressante. Je veux vraiment vous remercier
du travail que vous faites et de la manière dont vous le présentez. Je trouve que c'est vraiment un exemple tout à fait passionnant de ce qu'il va falloir apprendre à faire dans plein de domaines. Je suis d'accord avec ce que tu dis, je le vis. Moi, je n'ai pas les réponses, mais c'est ce que je vis. Francis, c'est à toi. Oui, je voulais renforcer l'écho qui a été donné à la revue Contretemps et au dossier sur 2 numéros dont Bernard était maître d'œuvre et qui, moi, m'ont convaincu d'une chose qui ne m'était pas évidente. Et c'est ce que Bernard disait, c'est que la question des territoires et des villes est une question éminemment politique. Et il me semble que quand on s'interroge sur pourquoi les 2 intervenants ont insisté là-dessus, pourquoi les forces politiques n'embrayent pas sur ces questions, c'est qu'il me semble qu'il y a un handicap qui est qu'il y a une difficulté à intégrer cette idée que ces questions-là sont des questions éminemment politiques et avec des difficultés majeures parce que je rebondis sur ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la question de la gouvernance qui est tout sauf démocratique, qui est totalement technocratique et qui prend des décisions qui concernent des millions de gens mais sans prendre en considération l'intérêt de ces populations. Et puis, il y a cet élément qu'évoquait Pierre, c'est-à-dire le fait que les déterminants de tout ça sont des dynamiques absolument effarantes, qui sont des dynamiques systémiques mondialisées, en grande partie mondialisées, et qui semblent échapper en partie on voit les logiques financières, mais leur finalité semble échapper à une certaine rationalité. Cette histoire de l'urbanisation galopante au détriment de tous les équilibres écologiques, cette prolifération de bureaux, alors qu'il y a des problèmes de logement, enfin, il y a une espèce d'irrationalité de ces dynamiques qui est impressionnante et qui appellerait à des inventions politiques qui soient portées par… le monde associatif fait sa tâche, mais il y a un déficit du côté des forces politiques. Et, il me semble que les débats qu'on voit, y compris par rapport au régional, sont un symptôme de cette carence par rapport à la prise en compte de ces questions qui sont absolument décisives, comme vous l'avez dit l'un et l'autre de façon tout à fait passionnante. Le mot inventé est juste. Oui, réinventer, plus dangereux. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Je crois que c'est Tanguy qui a évoqué rapidement la Tamise et son activité biologique. Qu'est-ce qu'il en est de la Seine et qu'est-ce qu'on peut craindre de l'état de la faune, de la flore pour la Seine, ou qu'est-ce qu'on peut espérer ? Actuellement, on va dire, elle est dans un meilleur état que sous Chirac, mais on est encore loin quand même d'un bon état. À savoir, par exemple, pour le cas des JO de 2024, il est prévu d'avoir des épreuves sur la Seine. Or, actuellement, là, nous sommes en 2021, ce serait rigoureusement impossible. À cause de l'état au niveau évidemment des bactéries. Et le principal problème en ce moment, sont les risques liés à la leptospirose, qui en fait découle de l'urine des rats dans les égouts qui se déversent ensuite dans la Seine. Alors, il y a un vaccin contre la leptospirose qui fonctionne extrêmement bien et qui est obligatoire pour toutes les professions amenées à rentrer en contact soit avec les rats ou même à rentrer en contact avec l'eau. C'est-à-dire, il est recommandé même aux pêcheurs du dimanche sur la Seine de se faire vacciner contre la leptospirose, parce que ça se transmet par simple contact avec l'eau. Donc, actuellement, on va avoir de sérieux problèmes, sauf, à la rigueur, on peut organiser des compétitions nautiques dans les canaux, ce qui est assez différent, puisque, par exemple, sur le canal de la Villette, il est possible de prendre des points isolés. Mais néanmoins, encore une fois, de façon générale, si les Anglais sont parvenus à un changement aussi radical, c'est parce qu'ils ont centralisé toutes les institutions qui étaient en rapport avec la Tamise, pas seulement sur Londres, mais sur tout le bassin du fleuve. Ils ont créé un organisme spécifique qu'ils ont doté de moyens considérables.
Tandis que ce qu'on voit en France, c'est une fragmentation sans fin de petites logiques qui s'affrontent les unes contre les autres, souvent des logiques très libérales, effectivement, où Boulogne est en guerre contre Paris, qui est en guerre contre Ivry, qui est en guerre contre... Et chacun joue son petit pion et se retrouve isolé face à tel ou tel investisseur, et chacun préfère jouer son petit coup plutôt que d'avoir une réflexion sur les grands communs. Et un peu comme dit Bernard, on a une espèce d'effet boomerang là, qui est en train de se créer, avec l'irruption dans le débat politique, le retour de ces grands communs qui ont été complètement disruptés, réinventés, enfin, qui ont été pulvérisés pour l'instant en France. On est dans un état de complexité où même les régions jouent contre les régions, les communes jouent contre les communes. C'est absolument invraisemblable. Encore une fois, ce qu'ont fait les Anglais, à un moment, ils étaient dans un état cataclysmique. La Tamise était virtuellement le fleuve pollué d'Europe. Et à un moment, ils ont pris une espèce de, je ne sais pas comment, quelle image donner à ça. Et c'est d'autant plus curieux que ça s'est fait sous un gouvernement, enfin c'était une des personnes initiatives de ça, c'était John Major, qui n'était pas quelqu'un d'une sensibilité écologiste extraordinaire. Mais à un moment, ils ont dit « enough is enough », et puis ils ont tout repris, et progressivement, ils ont annexé, ils ont fait une espèce de... Peut-être que la bonne image, c'est effectivement l'équivalent d'un conservatoire du littoral, mais pour un conservatoire du fleuve, et ils ont créé un organisme qui est en charge du développement économique, mais de tout à la fois. Et à chaque fois qu'il y a une question maintenant qui a trait au fleuve, à la Tamise, eh bien, ils ont affaire à un interlocuteur unique. Et il n'y a pas, on va dire, d'investisseurs ou de fonds d'investissement malins qui va jouer l'un contre l'autre et rapidement, comme ça, pouvoir de façon assez machiavélique réussir à placer son projet. Vous voyez comment ils s'y prennent. Finalement, en France, la question, ça ne serait pas un défaut de centralisme, ça serait un défaut de centralisation, en fait. C'est-à-dire que les organismes dont tu parles sur la Tamise est un organisme hyper centralisateur, on est bien d'accord. Oui, mais c'est paradoxal parce que c'est dans un pays qui a une tradition théoriquement beaucoup plus libérale et pas du tout centralisatrice. Mais c'est peut-être aussi la nécessité qui a créé l'objet. Encore une fois, ils étaient dans un état, la Tamise dans les années 60, quand je vois les quelques données qu'on avait à l'époque, c'était un fleuve mort. Il n'y avait plus rien, plus d'algues, plus rien. Et maintenant, il faut voir quand même le chemin parcouru. Mais faut-il arriver à cet état-là? Faut-il qu'à un moment, il y ait une catastrophe écologique de premier ordre pour que soudainement, nous comprenions qu'il y a un problème et qu'on se décide de tout reprendre en main? C'est peut-être ça qui arrivera, mais parce que pour les Anglais, c'est ça qui est arrivé en fait. Ils sont passés par une catastrophe environnementale qui ne connaissait presque pas d'équivalent en Europe. Eh ben, merci messieurs pour cette présentation de très belle tenue. Vraiment, c'est tout à fait épatant. Hein, vraiment, très content que Pierre Bélanger nous ait proposé cette conférence qui était vraiment passionnante. J'espère qu'on aura beaucoup de vues sur le site. Et puis pour les autres, ben, écoutez, on n'a pas encore tout à fait arrêté la date de la prochaine conférence au mois de mars. Mais ce sera autour de l'écosocialisme avec Combes et Frézos. Donc on restera finalement sur une problématique assez proche de celle-là, mais bon, ce sont des problématiques qui sont très, très importantes aujourd'hui, donc c'est un peu normal qu'on s'en fasse l'écho. Merci à vous deux d'abord, hein, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé et de votre présentation, et à bientôt.